Bonjour à tous. Puisqu'il est fondamental de bien comprendre les trois approches possibles pour faire de l'inférence et pour pallier un petit peu à toutes les difficultés qu'on a rencontrées lors du troisième cours, j'ai décidé d'enregistrer un podcast dans lequel je vais vous expliquer les trois méthodes d'inférence, à savoir la comparaison de modèles, les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance, en repartant de l'exemple qu'on a élaboré au cours théorique, à savoir l'étude du bien-être sur base d'une certaine dose de médicaments. Commençons par l'approche par comparaison de modèles. Imaginons que je me demande si la prise de médicaments permet d'améliorer le score de bien-être d'un ensemble de participants appartenant à une population donnée. Pour essayer de le déterminer, je vais partir d'un échantillon et je vais essayer d'établir des modèles de prédiction au départ de mon échantillon. Dans un premier temps, imaginons que je connaisse le score de bien-être de 9 participants, mais que je ne dispose d'aucune autre information à leur sujet. Dans ce cas, je me dirais que la meilleure prédiction du score de bien-être que je peux faire pour tous les individus de ma population correspondrait au score moyen de bien-être au sein de mon échantillon. Ce modèle, qu'on appelle le modèle de la moyenne, m'amènerait à faire exactement la même prédiction pour tous les individus de la population. Et bien entendu, en faisant cela, je vais très certainement faire des erreurs de prédiction. Il y a peu de chances pour qu'en réalité, tous les individus de la population aient exactement un score de bien-être de 8. La preuve en est que déjà au sein de mon échantillon, ce n'est pas le cas. Cette erreur de prédiction, on va pouvoir la calculer. Dans ce fichier, je vous indique les 9 scores de bien-être correspondant aux 9 individus de mon échantillon. La prédiction de bien-être que je ferai sur base du modèle de la moyenne, eh bien, elle serait exactement égale à la moyenne de mon échantillon pour tous les individus, et nous venons de voir que cette moyenne était égale à 8. Voilà donc la prédiction que j'aurais faite sur base du modèle de la moyenne pour l'ensemble des sujets de mon échantillon. Je vais calculer l'écart, qu'on appelle l'erreur, entre le score de bien-être de chaque sujet et la prédiction faite sur base du modèle de la moyenne. Pour le premier sujet, il a obtenu un score de 2 et j'ai établi une prédiction de 8. Dès lors, j'ai une erreur de -6, ce qui veut dire que le vrai score de bien-être du sujet, ce qu'on appelle YI dans les équations de prédiction, est de 6 points inférieur à la prédiction établie sur base du modèle de la moyenne. Et je vais faire la même chose pour tous les sujets de mon échantillon. Voilà ici l'erreur calculée pour les 9 sujets de mon échantillon. J'observe par exemple pour le dernier sujet une erreur positive valant 9, ce qui signifie que le vrai score de bien-être de ce sujet est de 9 points supérieur à la prédiction faite sur base du modèle de la moyenne. Pour l'instant, j'ai établi individuellement pour chaque sujet l'erreur de prédiction faite sur base du modèle de la moyenne. Mais ce que je voudrais, c'est me faire une idée de l'erreur globale. Il serait tentant de calculer la somme des erreurs faites pour chaque sujet, et je vais le faire, et vous allez tout de suite constater que nous obtiendrons une somme qui sera nulle. La raison est que pour certains sujets, l'erreur de prédiction est négative, ce qui signifie que le vrai score de bien-être du sujet est inférieur à la prédiction faite sur base du modèle, alors que pour d'autres sujets, l'erreur de prédiction est positive, ce qui signifie que le vrai score de bien-être du sujet est supérieur à celui établi par la prédiction. Les plus et les moins vont s'annuler et nous fournir une somme qui sera nulle. Ce qui, du coup, ne nous arrange pas, puisque nous ne pouvons pas de cette manière appréhender l'erreur globale faite pour l'ensemble des individus de l'échantillon. Pour résoudre ce problème, plutôt que de calculer l'erreur pour chaque sujet, nous allons calculer le carré de l'erreur. En effet, n'importe quel terme, peu importe qu'il soit négatif ou positif, deviendra positif une fois qu'il sera élevé au carré. Pour le premier sujet, j'avais une erreur de -6. Si j'élève ce terme au carré, j'obtiens 36. Et je vais faire la même chose pour tous les sujets de mon échantillon. Ce faisant, je me retrouve avec une série de termes positifs, et cette fois, si j'en fais la somme, j'obtiendrai bien un résultat qui ne sera pas nul, et qui me donnera une idée de l'erreur faite globalement dans mon échantillon. 178 correspond à ce qu'on appelle la somme du carré de l'écart, ou la somme du carré de l'erreur, du modèle de la moyenne. À présent, je vais me demander s'il est possible d'affiner les prédictions de bien-être en utilisant une information supplémentaire
qui est celle de la dose de médicaments reçus par les individus. Le principe de la régression linéaire était le suivant. On appréhende graphiquement la relation entre le prédicteur, à savoir le médicament, et la variable à prédire qui est le bien-être. Et on essaie de déterminer la droite qui se rapproche le plus possible de l'ensemble des points du nuage constitué. L'équation de cette droite pourra alors être utilisée en vue d'établir des prédictions de bien-être. Nous avons rappelé que l'équation de la droite était la suivante. YI, qui correspond avec l'accent à la prédiction du score de bien-être, est égal à B0 plus B1 fois XI, où XI correspond au score du prédicteur, et où B0 et B1 sont calculés respectivement selon les équations que je vous rappelle ici. Dans le contexte de notre exemple, nous avions calculé lors du deuxième cours que B0 vaudrait moins 0.626 et que B1 vaudrait 0.664, ce qui m'amène à établir cette équation de prédiction pour le bien-être sur base du dosage de médicaments. Par exemple, si je veux savoir quel score de bien-être je prédirais pour un sujet qui n'a pas reçu de médicament, eh bien, il me suffirait de remplacer XI par 0 mg, ce qui me donnerait moins 0.626 plus 0.664 fois 0. Ce deuxième terme s'annulerait et j'en déduirais que le score de bien-être pour cet individu serait prédit à moins 0.626. Comme pour le modèle de la moyenne, nous allons essayer de déterminer quelle est l'erreur associée à ce nouveau modèle. Et bien sûr, nous espérons que cette erreur soit inférieure à celle faite sur base du modèle de la moyenne, ce qui voudrait dire que la prise en compte du prédicteur médicament permet bien d'affiner les prédictions. Dans la mesure où ce nouveau modèle prend plus d'informations en compte que le modèle de la moyenne, je l'appellerai le modèle augmenté. Par opposition, je l'appellerai modèle compact, le modèle de la moyenne. Je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais commencer par établir pour chaque sujet une prédiction de bien-être sur base du dosage de médicaments. Ensuite, je calculerai l'écart entre le score de bien-être obtenu pour le sujet donné, YI, et la prédiction faite sur base de mon modèle augmenté. Pour le premier sujet, cela me donnerait moins 0,626 plus 0,664 fois 0, puisque ce sujet a obtenu 0 mg de médicament. Et j'obtiens bien la prédiction moins 0.626, comme nous l'avons déterminé il y a quelques instants. Je vais faire exactement la même chose pour tous les sujets de mon échantillon. Et voici les prédictions obtenues pour chacun d'eux. Pour le dernier sujet, par exemple, dans la mesure où celui-ci a obtenu 20 mg du médicament, la prédiction faite pour ce sujet sera égale à moins 0,626 plus 0,664 fois 20. Bien que ça puisse sembler évident peut-être à certains, je préfère rappeler à présent qu'il faut être bien attentif aux priorités des opérations lorsqu'on fait ce genre de calcul. N'oubliez pas que la multiplication a toujours priorité sur l'addition. L'avoir en tête sera important si vous décidez de refaire tous les calculs manuellement. Je vais à présent calculer l'erreur de prédiction faite pour chaque sujet. Je vais pour ce faire calculer l'écart entre le vrai score de bien-être, qui valait 2 pour le premier sujet, et le score prédit sur base du modèle prenant en compte le médicament, soit moins 0.626 pour le premier sujet. J'obtiens de la sorte une erreur de 2,626. Et je vais faire la même chose pour les 9 sujets. Comme précédemment, vous constatez que pour certains sujets, nous avons une erreur positive, alors que pour d'autres, nous avons une erreur négative. Si je fais la somme de toutes les erreurs, j'obtiendrai une réponse qui sera très proche de 0. Dans mon exemple ici, elle ne vaut pas exactement 0, tout simplement parce que j'ai utilisé des valeurs arrondies pour B0 et B1. Si j'avais utilisé les réponses exactes, les valeurs exactes en prenant toutes les décimales en compte, j'aurais obtenu une somme exactement égale à 0. Vous pourrez d'ailleurs le vérifier dans le fichier Excel que j'ai mis à votre disposition, qui s'appelle Calcul développé dans le chapitre 14. Quoi qu'il en soit, on observe bien qu'à nouveau, il n'est pas possible d'appréhender l'erreur globale en sommant toutes les erreurs, parce que les erreurs positives et les erreurs négatives vont s'annuler. Et donc, comme précédemment, nous allons commencer par élever chacun des termes d'erreur au carré. Pour le premier sujet, cela me donnera par exemple 6,896.
et je fais pareil pour tous les sujets. À présent, je me retrouve avec une série de termes positifs dont je peux prendre la somme. Et j'obtiens, aux erreurs d'arrondi près, une somme du carré des erreurs qui vaut 38. Le modèle de la moyenne était associé à une somme des carrés des erreurs de 178. Le modèle prenant en compte le médicament est associé à une erreur fortement réduite qui ne vaut plus que 38. Voyons ce que ça représente visuellement. Imaginons que ce carré bleu représente les 178 points de l'erreur associée au modèle compact. Nous venons de voir qu'en rajoutant le prédicteur, l'erreur passait à 38, ce qui signifie que j'ai supprimé 140 points de l'erreur de départ. On voit bien visuellement que l'erreur restante correspond à un peu moins du quart de l'erreur globale, ce qui veut dire que l'ajout de mon prédicteur m'aurait permis de supprimer un petit peu plus de 75% de l'erreur. Calculons précisément la proportion de réduction de l'erreur. Elle correspond bien entendu à l'écart entre l'erreur du modèle compact et celle du modèle augmenté, divisé par l'erreur totale, à savoir 178. En appliquant ce calcul, je déduis que le fait de rajouter le prédicteur médicament m'a permis de supprimer 78,65% de l'erreur du modèle de départ. Cette valeur correspond à la proportion de réduction de l'erreur estimée dans mon échantillon. A priori, nous avons l'impression que la prise en compte du médicament constitue une vraie plus-value dans le modèle. Mais est-ce que cette proportion de réduction de l'erreur est suffisamment importante pour considérer qu'au niveau de la population, la prise en compte du médicament constitue une plus-value? Pour le déterminer, nous devons calculer une statistique F. Cette statistique, vous la connaissez bien puisque vous l'avez déjà étudiée l'année dernière, mais je vais vous en rappeler très brièvement le principe. Au numérateur, nous nous intéressons à la proportion de l'erreur qui a pu être supprimée lorsque je suis passé de mon modèle compact au modèle augmenté. Au dénominateur, j'étudie la part de variabilité qui persiste, qui n'est pas encore prise en compte. Vous voyez qu'au numérateur apparaît la proportion de réduction de l'erreur, et dans mon cas, je viens de constater qu'elle valait un peu plus de 78%. Je divise cette proportion de réduction de l'erreur par le nombre de paramètres qui ont été rajoutés dans le modèle augmenté par rapport au modèle compact. Dans le cas présent, je n'ai rajouté qu'un seul paramètre, le médicament. Dès lors, la proportion de réduction de l'erreur est imputée à un seul paramètre. Plus tard, nous verrons des situations où nous rajouterons plusieurs paramètres dans le modèle augmenté par rapport au modèle compact, et dès lors, le fait de diviser la PRE par ce terme nous permettra de déterminer quelle est la proportion de réduction de l'erreur imputée à chacun des paramètres ajoutés dans mon modèle. Au dénominateur, je m'intéresse à 1 moins PRE, qui est bien la part de l'erreur persistante, et je vais la diviser par N moins PA, qui, comme vous le comprendrez mieux dans le chapitre sur la régression multiple, correspondra au nombre de paramètres que je pourrais encore décider de rajouter dans mon modèle, de sorte à supprimer encore plus l'erreur. Si bien que le dénominateur correspondra à la part de la variabilité résiduelle qui pourrait éventuellement être expliquée par de nouveaux prédicteurs que nous pourrions rajouter dans notre modèle. En appliquant ce calcul, j'obtiens 25,78. Pour vérifier si cette valeur est suffisamment grande pour conclure au fait que le modèle augmenté permet de faire des prédictions significativement meilleures que le modèle compact, je vais comparer 25,78 à la valeur que je vais trouver dans la table des valeurs critiques de la distribution F. Le degré de liberté pour le numérateur correspond à PA moins PC, le nombre de paramètres ajoutés dans le modèle augmenté par rapport au modèle compact. Dans le cas présent, nous avons rajouté un seul paramètre. PA moins PC vaut donc 1, et la valeur critique que je vais utiliser se trouvera donc dans la première colonne. Le deuxième degré de liberté, celui du dénominateur, correspond à N moins PA. Dans mon échantillon, j'ai 9 sujets, et j'ai 2 paramètres dans mon modèle augmenté, B0 et B1. Dès lors, le deuxième degré de liberté vaudra 7. Et si je croise la 7e ligne et la première colonne, je trouve une valeur de 5,59. Dans la mesure où la valeur de la statistique que j'ai obtenue sur base de mon échantillon est supérieure à 5,59, j'en déduis
qu'effectivement, le modèle augmenté est significativement meilleur que le modèle compact. Notons que chaque fois qu'une valeur de statistique observée sera supérieure à la valeur théorique dans la table, la p-valeur qui sera associée à cette statistique sera systématiquement inférieure au risque alpha. Cette information va me permettre de faire le lien avec la deuxième approche d'inférence statistique dont nous allons parler à présent, les tests d'hypothèse. Grosso modo, le principe du test d'hypothèse est le suivant. On commence par bien définir notre hypothèse de recherche, ce que nous cherchons à démontrer. Dans le cas présent, ce que nous cherchons à démontrer, c'est que le prédicteur médicament est pertinent à prendre en compte en vue de prédire des scores de bien-être. Comme nous l'avons vu déjà précédemment, si un prédicteur est pertinent à prendre en compte en vue de faire une prédiction, cela signifie nécessairement qu'il entretient une relation avec la variable dépendante. Et si un prédicteur entretient une relation avec la variable dépendante, la pente de la droite de régression devrait être non nulle. H1 correspond à l'hypothèse du chercheur. Notez que dans cette équation, j'ai utilisé β1 et non B1 comme précédemment, puisque l'hypothèse sera toujours définie au niveau de la population. Je m'attends à ce qu'au niveau de la population, la pente de régression soit non nulle. Petite parenthèse, je ne l'ai pas rappelé il y a quelques instants, mais quand je parle de relation entre le prédicteur et la variable à prédire, je parle bien, dans le cadre de la régression linéaire, d'une relation linéaire, c'est-à-dire que la relation entre le prédicteur et la variable à prédire peut être résumée par une droite. On ne va jamais directement tester l'hypothèse de recherche. Ce que nous allons tester, c'est son hypothèse complémentaire qu'on appelle l'hypothèse nulle, H0. Dans l'hypothèse nulle, on envisage tous les cas de figure qui n'ont pas été envisagés dans l'hypothèse de recherche. Or, si β1 n'est pas différent de 0, c'est nécessairement qu'il est égal à 0. L'hypothèse nulle sera donc que β1 est égal à 0. Je vais donc tester cette hypothèse nulle, et pour ce faire, je vais devoir commencer par calculer une valeur de statistique, et cette valeur de statistique sera associée à une p-valeur qui me permettra de décider si oui ou non je peux conclure au rejet de l'hypothèse nulle, et ce qui, indirectement, signifierait que l'hypothèse de recherche est validée. Dans Jamovi, la statistique de test utilisée qui nous permettra in fine de décider si la pente de régression est non nulle est une statistique T. Vous verrez une sortie qui s'appelle Model Coefficients dans laquelle apparaissent les valeurs de β0 et de β1, ou plutôt de b0 et de b1, puisqu'on parle ici des estimations faites au départ de notre échantillon. Et vous avez une statistique T associée à une p-valeur qui va vous aider à conclure au rejet ou non de l'hypothèse nulle. Vous avez l'habitude d'utiliser une statistique F et non une statistique T. Sachez que les deux entretiennent un lien direct. En effet, lorsqu'il n'y a qu'un seul paramètre de plus dans le modèle augmenté par rapport au modèle compact, ce qui est bien notre cas ici, eh bien dans ce cas, la statistique T sera toujours égale à la racine carrée de la statistique F. Dit autrement, en élevant la valeur de la statistique T au carré, on retombe sur la statistique F. Vous voyez que la statistique T associée à la pente de régression vaut ici 5,079. Si j'élève ce terme au carré, j'obtiendrai bien le 25,78 que nous avions calculé précédemment. La p-valeur associée à la statistique T est à comprendre comme suit. Elle nous donne une information sur la crédibilité, la plausibilité de la valeur statistique calculée, observée, si je suis dans une situation où l'hypothèse nulle est vraie. Autrement dit, si l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire si la pente de régression dans la population est exactement nulle, à quel point est-il plausible d'obtenir une statistique de 5,079 ? C'est un petit peu vulgarisé, mais c'est l'idée globale. Si la p-valeur est très petite, on en conclut qu'il y a très peu de chances d'obtenir une valeur de statistique au moins aussi extrême sous l'hypothèse nulle, et que donc il est raisonnable de conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Au contraire, si la p-valeur est proche de 1, on en déduira qu'une valeur de 5,079 est extrêmement crédible sous l'hypothèse nulle et que donc il est préférable de conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. La question qu'on va se poser, c'est à partir de quelle valeur
considère-t-on que la probabilité d'obtenir une valeur de statistique au moins aussi extrême sous l'hypothèse nulle est trop faible de sorte qu'elle nous amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle? Eh bien, cela dépend du risque alpha choisi. Bien souvent, en psychologie, on considère un risque alpha à 5%, 0,05, si bien que si la p-valeur est inférieure à 0,05, on conclut au rejet de l'hypothèse nulle. Comme je l'ai déjà sous-entendu, cette p-valeur peut être mise en lien avec la valeur que vous trouveriez dans une table des valeurs critiques. Vous pourrez noter qu'en haut de la table, il est indiqué que la valeur seuil est fournie pour des situations où l'on considère un risque alpha à 5%. Concrètement, ça veut dire que la valeur fournie dans la table sera telle qu'elle serait exactement associée à une p-valeur de 5%. Une statistique plus grande que la valeur de la table serait donc associée à une p-valeur inférieure à 5%. Vous voyez donc que se référer à la p-valeur est donc un moyen plus précis que l'usage de la valeur seuil pour décider si oui ou non on conclut au rejet de l'hypothèse nulle. Dans notre exemple, la conclusion sera que effectivement nous concluons au rejet de l'hypothèse nulle et que par conséquent la pente de régression dans la population est significativement différente de 0, ce qui revient à dire que le prédicteur entretient un lien avec la variable dépendante et que sa prise en compte permet de faire de meilleures prédictions qu'un modèle qui ne se baserait pas sur ce prédicteur. Le lien entre la corrélation qui unit le prédicteur et la variable dépendante et la statistique t peut être modélisé comme suit. On voit clairement à travers cette relation que plus la corrélation entre le prédicteur et la VD est forte, plus la valeur de la statistique t sera élevée. Et comme vous l'aurez compris, plus la valeur de la statistique t est élevée, plus la p-valeur sera petite et donc plus il y a de chances qu'on soit amené à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Il ne me reste à présent plus qu'à aborder la troisième et dernière manière de faire de l'inférence statistique, à savoir l'approche par intervalle de confiance. Vous avez vu l'année passée que la notion d'intervalle de confiance reposait sur la distribution d'échantillonnage. Bien que cette notion ne vous est pas étrangère, ce n'est pas la plus simple et du coup je vais la réexpliquer en me focalisant sur la distribution d'échantillonnage de B1, l'estimation de la pente de régression. Et pour rendre les choses plus claires, je vais partir d'une petite expérience que j'ai réalisée avec R. R, c'est un logiciel de programmation statistique qu'on ne vous demande absolument pas de maîtriser. Je vais juste l'utiliser pour illustrer les choses. Grâce à R, j'ai généré une population constituée d'1 million d'individus. Concrètement, j'ai demandé au logiciel d'imaginer une population constituée d'1 million de personnes et surtout d'inventer pour chacune d'elles 2 scores fictifs, un qui correspondrait à leur âge et un autre qui correspondrait au temps qu'ils passent chaque jour devant la télévision. Ensuite, j'ai réalisé une régression linéaire simple sur ce million d'individus dans le but de déterminer une équation de prédiction qui me permettrait de prédire le temps passé quotidiennement devant la télévision en utilisant le prédicteur âge. J'ai obtenu l'équation suivante. Et dans cette équation, 1,25 correspond à bêta 1, la pente de régression dans la population. Étape suivante, j'ai demandé au programme d'extraire au sein de la population un échantillon constitué de 30 individus. Après avoir extrait cet échantillon, j'ai réalisé une régression linéaire simple dessus, dans le but d'estimer cette fois la pente de régression et d'obtenir dès lors une valeur B1. B1 étant l'estimation de bêta 1. Et puis j'ai demandé au logiciel de garder en mémoire cette valeur de B1 obtenue, avant de recommencer une deuxième fois à extraire un échantillon de taille 30, à réaliser une régression linéaire simple dessus, dans le but d'estimer bêta 1 avec une nouvelle valeur de B1 et de garder en mémoire cette valeur. Cet exercice d'extraire un échantillon de taille 30 et de réaliser une régression linéaire en vue d'obtenir une estimation de bêta 1, eh bien je l'ai réalisé 1 million de fois. Autrement dit, je me suis retrouvée avec 1 million d'estimations de bêta 1. Dans le graphique ici, je vous représente la distribution de ce million de valeurs B1 obtenues. C'est ce qu'on appelle la distribution d'échantillonnage de B1. L'ensemble des valeurs sous cette courbe correspond à l'ensemble des estimations qu'il est possible d'obtenir sur base d'un échantillon de taille 30 lorsque bêta 1 vaut 1,25 dans la population. On voit bien qu'il y a un large ensemble de valeurs possibles
ce qui m'amène à comprendre qu'en fonction de l'échantillon extrait, je ne vais pas nécessairement obtenir la même estimation de bêta 1. Et donc, on comprend que nous avons intérêt à établir une fourchette de valeurs autour de notre estimation, fourchette dans laquelle se trouve vraisemblablement la vraie valeur de la population. La distribution d'échantillonnage de B1, elle a été longuement étudiée par de nombreux chercheurs en procédant à des simulations, exactement comme je l'ai fait à travers mon illustration ici. Et grâce à ça, on en connaît plusieurs propriétés intéressantes. Cette distribution, elle ressemble très fort à une distribution T, mais elle a été déplacée de sorte à être centrée autour de bêta 1. Dit autrement, si je prends la moyenne de toutes mes estimations, je trouverai la valeur bêta 1 qui correspond à la pente de régression dans la population. Étant donné que cette distribution est symétrique et unimodale, on comprend que la majorité des estimations seront très proches du paramètre bêta, qu'un nombre un peu moindre d'estimations vont s'éloigner légèrement de bêta, et qu'enfin un nombre très faible d'estimations seront fortement éloignées de bêta. Et qu'enfin un nombre très faible d'estimations sera fortement éloigné de bêta 1. Je sais aussi que l'écart-type de la distribution d'échantillonnage de B1 est égal à ceci. Alors ce terme n'est pas très sympathique à regarder de prime abord. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Je vais simplement insister sur le fait qu'il contient 3 paramètres de population. Ce que j'appelle SCE alpha, ça correspondrait à la somme du carré des écarts du modèle augmenté calculé dans la population. Cela revient à dire que pour 1 million de personnes, j'ai déterminé la prédiction du temps passé devant la télévision en utilisant cette équation, que j'ai calculé l'écart entre le score fictif obtenu pour chaque sujet correspondant au temps passé devant la télévision et la prédiction obtenue sur base de mon équation, que j'ai élevé tous ces écarts au carré et qu'ensuite j'en ai fait la somme. Grand N correspond à la taille de la population et sigma carré x correspond à la variance du prédicteur dans la population. Intuitivement, on peut comprendre que si on connaissait la distribution d'échantillonnage, eh bien, on pourrait trouver bêta 1, puisqu'il suffirait de calculer la moyenne de cette distribution. Mais en pratique, on ne la connaît jamais. On ne peut pas, puisqu'elle dépend de plein de paramètres de population qu'on ignore. Ici, je sais très bien que bêta vaut 1.25, mais c'est uniquement parce que j'ai fait une expérience dans laquelle j'ai généré une population. En situation réelle, normalement, la seule chose dont on dispose, c'est l'estimation B1 faite au départ de notre expérience. On sait que notre estimation correspondra à un point qui tombera sous la courbe de la distribution d'échantillonnage, mais on n'a aucune idée si ce point se rapproche du centre de la distribution ou s'il s'en éloignera. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les caractéristiques de notre échantillon pour essayer d'estimer la distribution d'échantillonnage de B1. Je sais que la distribution d'échantillonnage de B1 ressemble à une distribution T, mais qui a été déplacée de sorte à être centrée autour de bêta 1. Je ne connais pas bêta 1, mais je connais l'estimation que je peux faire au départ de mon échantillon, soit la valeur B1 calculée dans mon échantillon. Je sais que ma distribution d'échantillonnage a un écart-type dont voici l'équation, qui dépend de plusieurs paramètres de population que j'ignore, mais que je peux estimer sur base de mon échantillon. J'obtiens alors l'estimation suivante, somme des carrés des écarts du modèle augmenté calculé dans mon échantillon, divisé par n-pa, tout ceci étant divisé par n correspondant à la taille de mon échantillon moins 1, soit 29 dans mon exemple, multiplié par la variance corrigée du prédicteur, la variance corrigée du prédicteur étant l'estimation de la variance du prédicteur dans la population. Afin de raccrocher à la notation qui se trouve dans le syllabus, sachez que la somme des carrés des écarts du modèle augmenté divisé par n-pa est appelée le carré moyen de l'erreur. Imaginons que grâce à mon échantillon, j'estime la moyenne de la distribution d'échantillonnage comme valant 1.51 et son écart-type comme valant 0.240. Je n'ai pas inventé ces valeurs, ce sont les estimations faites grâce à une des itérations que j'ai réalisées dans mon expérience. Voici alors l'estimation de la distribution d'échantillonnage que j'aurai, qui sera centrée autour de 1.51 et dont l'écart-type vaudra 0.240. Je considère alors que toutes les valeurs qui tombent sous cette distribution sont des estimations crédibles de bêta 1 et je suis relativement confiante quant au fait qu'il est pratiquement certain
que la vraie valeur de bêta se situe entre 0,5 et 2,5. C'est une information peu risquée, mais qui est aussi peu intéressante, puisqu'on a une fourchette très large de valeurs. En même temps, je sais que les estimations qui se situent aux extrémités de la distribution sont beaucoup moins crédibles que celles qui se situent proches du centre de la distribution. Et donc, je prendrai peu de risques en écartant ces valeurs. Je pourrais vouloir établir des bornes de sorte à délimiter 95% de l'air sous la courbe, de sorte que 2,5% des observations se trouvent à gauche de la borne inférieure et que 2,5% des observations se trouvent au-dessus de la borne supérieure. Je pourrais alors tirer une conclusion du style « Il y a 95% de chances pour que la vraie valeur de bêta 1 se situe entre 1 et 2 ». Je prends un léger risque, mais je réduis ma fourchette de valeurs, si bien que j'ai une information qui est plus précise, plus intéressante. Grâce à la table des valeurs critiques, je peux facilement déterminer les bornes qui permettent de délimiter 95% de l'air sous la courbe d'une distribution T standard, centrée autour de 0 et d'écart type 1. Je trouve dans la table, pour 28 degrés de liberté, une borne positive de 2,048. Et puisque la distribution est parfaitement symétriquement centrée autour de 0, j'en déduis que 95% de l'air sous cette courbe est comprise entre moins 2,048 et 2,048. Mais ma distribution à moi, elle n'a pas un écart type de 1, elle a un écart type de 0,240, c'est ce que j'ai calculé précédemment. Je vais donc multiplier mes bornes par 0,240 et je détermine que sous cette distribution normale centrée autour de 0 et d'écart type 0,240, il y a 95% de l'air compris entre moins 0,492 et 0,492. J'y suis presque, mais attention, ma distribution d'échantillonnage, elle n'est pas centrée autour de 0, elle est centrée autour de 1,51. Pour rappel, 1,51 correspondait à notre estimation B1. La distribution en rouge correspond à la distribution d'échantillonnage de B1 telle que je l'ai estimée. Et puisque cette distribution correspond à la distribution en bleu décalée de 1,51 points vers la droite, je peux décaler les bornes de 1,51 points vers la droite également et enfin conclure qu'il y a 95% de chances pour que la vraie valeur de bêta soit comprise entre 1,018 et 2,002. Dans la mesure où la valeur 0 n'est pas comprise dans les valeurs jugées crédibles de bêta 1, eh bien j'en déduis que mon coefficient bêta 1 est vraisemblablement significativement différent de 0, ce qui est strictement équivalent à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Pour conclure, formalisons tout ce que je viens de raconter. En faisant abstraction des valeurs concrètes de mon exemple, on vient de voir que pour déterminer les bornes de mon intervalle de confiance, je dois chercher une valeur théorique dans la table de la distribution T. Je dois multiplier la valeur obtenue dans la table par l'erreur standard, c'est-à-dire l'écart type de la distribution d'échantillonnage de B1. Et une fois que j'ai multiplié la valeur théorique par cette erreur standard, je dois lui ajouter une valeur égale à B1. Et voici donc mon équation. Dans le syllabus, vous verrez que ce n'est pas exactement cette équation-là qui est donnée, c'est l'équation qui se trouve ici en dessous. Mais elle revient en fait exactement à la même chose. Rappelez-vous de ce qu'on a déjà vu, il existe un lien entre la statistique T et la statistique F, de sorte que la statistique T est égale à la racine carrée de la statistique F. Dans cette première équation, la valeur théorique de la statistique T est placée à l'extérieur de la racine carrée. Si je souhaite la faire rentrer à l'intérieur de la racine carrée, je dois nécessairement l'élever au carré. Or, la statistique T élevée au carré correspond bien à la statistique F. Et voilà qui permet de conclure ce chapitre. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre l'inférence statistique dans le cadre de la régression linéaire simple. Si quelque chose n'est toujours pas clair, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'approfondissement.